Alors un grand merci pour votre invitation. Donc moi je vais prendre la suite directe du talk de Christian en essayant de faire la version plutôt implication clinique parce que je suis audioprothésiste de profession et voir effectivement qu'est-ce qu'on peut retirer de ces informations et des différentes choses qu'il a brillamment présentées. Alors je vais aller très rapidement parce qu'il ne m'a pas laissé beaucoup de temps. Donc première chose en fait, importance des indices d'AM des deux FM si on synthétise. Donc les deux sont extrêmement présents dans les différents sons du quotidien. Joue un rôle crucial pour l'identification de la parole, principalement sur des cadences de modulation relativement lentes, donc de l'ordre de quelques hertz à quelques dizaines de hertz. L'AM ayant un rôle prépondérant pour l'information de la parole en fait dans le silence, l'AFM pour l'information de la parole principalement dans des environnements plus complexes, plus bruyants, la perception du timbre et de l'harmonicité des sons. Alors, il a présenté assez rapidement, donc effectivement, et de façon assez complète, comment étaient encodés les deux types d'indices. Donc, le codage de l'AM résulte en fait d'un codage par un taux de décharge dans le nerf auditif, qu'on appelle les indices de pattern d'excitation ou d'enveloppe temporelle. L'AFM peut effectivement être aussi encodé par ce type d'indice de pattern d'excitation par une reconversion FM-AM, qu'il a très brillamment présenté via le système de filtre auditif. Et un deuxième type d'indices qu'on appelle des indices purement temporels, qui sont des indices qui se basent sur le verrouillage en phase des fibres du nerf auditive, où à basse cadence de modulation, la FM peut être encodée en fait par des indices vraiment de phase locking. Alors, si on prend donc les indices d'AM et les indices de FM, je ne sais pas où est le pointeur, ça va être ça, hop, raté. Nicolas, Hop. Nicolas, tu as un peu plus de temps puisque la présentation de Stéphane a été réduite, donc c'est toi qui clôture la partie, donc tu prends ton temps, il n'y a pas de problème. Stéphane ne parle pas finalement? Non. Bon, ça va, nickel. Bon, je peux prendre mon temps. Tu veux un petit verre d'eau? Hop, nickel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un petit verre d'eau? Non, ça va aller, parfait. Oui, donc on a un peu plus de temps. Je suis pas si en retard que ça, il me reste 15 minutes, c'est parfait. Donc en fait, il y a donc deux grands types de modulation d'amplitude, modulation de fréquence. Je vais le séparer en fait en deux conditions expérimentales, des basses cadences, donc des modulations relativement lentes, des cadences modulation rapides. En AM, l'intégralité est codée par des indices de pattern d'excitation, donc c'est des variations du taux de décharge moyen dans le nerf auditif, où on voit qu'en fait quand on a des parties fortement énergétiques, le nerf décharge davantage. En FM, on a un codage qui est probablement double, où on a sur des basses cadences de modulation en fait une synchronisation des décharges du nerf auditif en fait en fonction de la phase du stimuli. Et à haute cadence, dans la mesure où en fait ce phénomène-là est probablement relativement lent en fait à décoder, à haute cadence, le système auditif n'arrive pas à utiliser ces informations de phase locking, et en fait ces informations sont reconverties en modulation d'amplitude, donc à nouveau par des indices de pattern d'excitation. Alors, Christian a présenté donc mes données issues de ma thèse de sciences, donc sur le vieillissement et la perte auditive, et le traitement de l'AM et de l'AFM. Donc, il a présenté tout à l'heure qu'effectivement l'âge, le vieillissement dégradait en fait les indices de détection d'AM, avec une particularité, c'est qu'en fait l'âge n'a pas un effet identique chez l'intégralité des sujets, à savoir que certains patients sont très très sujets au vieillissement. On a un sous-groupe de patients qui sont fortement déficitaires et certains patients ont des seuils qui sont relativement modérément ou très peu affectés par le vieillissement. En FM, l'âge et le vieillissement dégradent en fait la perception des modulations de fréquence en fait à basse cadence de modulation avec un effet qui est relativement saillant, ce qui suggérerait que le codage temporel est proportionnellement peut-être un peu plus affecté que le codage issu des patterns d'excitation par le vieillissement. À haute cadence de modulation, on a un effet qui n'est pas tellement significatif, qui n'est pas significatif du tout même. Au niveau de la perte d'audition, on a un effet bénéfique en fait de l'AM. Le recrutement de Sony et la perte des mécanismes actifs cochléaires en fait exacerbant la perception des modulations d'enveloppe, alors que pour le codage de l'AFM, on a un effet assez délétère en fait, de la perte auditive aux deux cadences de modulation, que ce soit à basse cadence de modulation ou à cadence de modulation relativement élevée. Alors, la question qui se pose, c'est après qu'est-ce qu'on en fait en clinique? Parce que ça, c'est les données théoriques que je viens de résumer de la présentation de Christian. En clinique, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? La plupart du temps, nous, dans notre clinique, on commence par faire une audiométrie tonale, une audiométrie vocale, ce qui donne des informations déjà non négligeables, mais qui ne renseignent que partiellement sur notamment la nature des troubles supraliminaires que l'on peut rencontrer. Et en fait,
Probablement avec les années futures, dans la mesure où la plus-value du métier d'audioprothésiste ne sera pas forcément que d'adapter des prothèses avec un préréglage le plus standardisé sur des choses qui peuvent être en partie automatisées, va être de caractériser de façon beaucoup plus fine l'audition et d'essayer de déterminer exactement l'intégrité, d'investiguer l'intégrité du système auditif. Alors pour différentes raisons, c'est notamment pas passer à côté par exemple d'effets du vieillissement qu'on ne mesure pas forcément sur une audiométrie tonale ou une audiométrie vocale, ne pas passer à côté de synaptopathie cochléaire ou de présence de ce qu'on appelle des pertes auditives cachées, évaluer par exemple l'impact d'une exposition prolongée au bruit chez des patients et des différentes populations, et caractériser plus finement, notamment pour la réhabilitation prothétique, les effets d'une perte d'audition. Alors là, j'ai représenté donc les données individuelles de différents sujets malentendants que j'ai sortis de l'étude. Donc j'ai pris 4 sujets que vous avez en abscisse. Donc sujet 1, sujet 2, sujet 3, sujet 4, leur seuil de détection en AM, leur seuil de détection en FM. Donc en AM, plus les seuils descendent, plus ils deviennent performants dans la tâche. En FM, c'est l'inverse, plus le seuil augmente, plus ils deviennent déficitaires dans la tâche. Et en fait, on voit que pour des sujets qui ont exactement le même âge, parce qu'ils ont tous quasiment entre 50 et 56 ans, des pertes relativement identiques aux fréquences audiométriques testées, en fait, on a une grosse variabilité de score, à savoir que certains sujets peuvent par exemple présenter des seuils très similaires en AM mais des seuils très différents en FM, et ainsi de suite, ce qui impose de caractériser vraiment finement nos patients pour établir ce que Sébastien Santorette avait appelé des profils auditifs, pour essayer de déterminer en fait quel type de pattern de réponse va avoir un patient, sur quel type d'indice il va baser en fait l'information qu'il retire de la parole et du signal acoustique qu'il perçoit, et ainsi de suite. Alors après, comment on peut l'évaluer en clinique concrètement dans un laboratoire d'audioprothèse? Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est qu'effectivement faire une étude avec énormément de paramètres expérimentaux, c'est très chronophage, on n'a pas le temps et c'est pas forcément faisable. C'est de se baser sur les 2 conditions principales qui sont à basse cadence de modulation, là où on peut tester et le code de pattern d'excitation et le code purement temporel basé principalement sur les indices de phase locking, en faisant simplement une tâche de détection d'AM, une tâche de détection de FM. Donc, en se mettant à une fréquence porteuse relativement basse, donc là 500 Hz, ce qui permet en fait d'être dans une zone où le phase locking est assez efficace en théorie, et tester donc la capacité de nos sujets, de nos patients à détecter donc cette variation d'amplitude et cette variation de fréquence, cette modulation de fréquence. Alors concrètement, comment on peut faire? On va mettre en ligne dans les prochaines semaines sur le site de l'École normale supérieure une plateforme de test qu'on utilisait dans un cadre de recherche qu'on a appelé l'IntelliTest, qui était initialement développé par Dan Gnancia qui travaille chez Neurelec maintenant, Oticon Médical, qui permet de faire différents types de tests psychoacoustiques, donc notamment des tests d'intelligibilité dans le silence, dans le bruit, ainsi de suite, que ce soit avec des logatomes et compagnie, qui a l'avantage de pouvoir faire une amplification, une compensation de la perte d'audition. Donc vous pouvez rentrer l'audiométrie du patient, vous allez avoir une compensation réelle et directe de la perte d'audition de votre sujet. Et vous pouvez notamment sur cette plateforme, alors qui fonctionne sous MATLAB, tester les capacités de vos sujets, notamment dans ce qui nous intéresse ici, la capacité à détecter une modulation d'amplitude ou une modulation de fréquence. Donc vous avez juste une petite fenêtre où vous rentrez vos paramètres expérimentaux. Donc là, par exemple, j'ai mis de l'AM à 500 Hz, là j'ai mis une fréquence de modulation un peu plus longue, la durée du stimulus, et là je mets une amplification, parce que j'ai un patient, donc là qui est normalement entendant d'après l'audiométrie, mais où je peux effectivement mettre une amplification si je veux. Et donc le patient va entendre 2 sons l'un après l'autre. L'un son va être constant, donc ça va être un son pur, l'autre va être modulé, il va devoir sélectionner en étant testé de façon totalement autonome sur lequel des deux, je vais pas y arriver, lequel des 2 sons est modulé. Donc l'ordinateur va après effectivement ajuster progressivement la profondeur de modulation qui va diminuer jusqu'à temps qu'effectivement le sujet ait du mal et n'arrive plus à réaliser la tâche pour obtenir le seuil de détection de modulation, que ce soit en amplitude et en fréquence. Après, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a obtenu le seuil pour chaque patient? Donc là, j'ai repris les données individuelles de certains patients. Donc par exemple, là, je vais comparer le patient numéro 1 et le patient numéro 4, où en fait, on voit que le patient numéro 1 et le numéro 4 ont une sensibilité à la modulation d'amplitude qui est extrêmement différente. Alors, on voit par exemple que les deux ont une capacité à détecter une modulation d'amplitude qui est améliorée par rapport aux normes entendants. Donc, ils sont meilleurs que les normes entendants dans les 2 cas en raison de la perte des mécanismes actifs cochléaires. Sauf que le malentendant numéro 4 a une capacité qui est largement au-delà de la moyenne des malentendants, avec une sursensibilité en fait, aux modulations d'amplitude. Ce patient malentendant numéro 4, lui, en revanche, n'a pas de capacité extrêmement
enfin, a une capacité à détecter de la FM qui est relativement dans la norme, qui est relativement dans la moyenne. Donc, ce qui veut dire que ce patient-là, typiquement, quand il va faire une tâche d'identification de parole, va très probablement, dans la mesure où il a une sursensibilité à la M, utiliser principalement des indices d'enveloppe temporelle. Et donc, ce qui veut dire que dans la prise en charge prothétique, il va falloir essayer de s'arranger pour faire en sorte que les indices d'enveloppe temporelle soient le moins dégradés possible et le plus préservés possible par la prothèse. Donc, on verra comment tout à l'heure. Deuxième comparaison entre deux patients. Là, je compare le patient, donc cette fois-ci numéro 1 et numéro 2. C'est exactement le pattern inversé, à savoir qu'ils ont une sensibilité à la M qui est à peu près dans la moyenne des malentendants. Mais en revanche, le patient numéro 2, on voit qu'il est très fortement déficitaire dans la capacité de détecter une FM, et avec une sensibilité qui est presque multipliée par 2, donc il est 2 fois moins bon que ses homologues malentendants pour détecter une UFM. Donc ça, c'est un patient, typiquement, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'essayer de transmettre une information de structure temporelle fine, parce que de toute manière, il n'est pas en mesure de la détecter et de l'utiliser au quotidien. Donc, Alors, après, quand on a identifié les déficits, que ce soit en AM et en FM pour des patients, quelles conséquences on peut en retirer au niveau de l'appareillage? Alors, la première mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, on n'a pas effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de solution miracle pour compenser directement le déficit d'AM ou de FM via l'appareillage. Donc, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été formulées par des fabricants, plusieurs propositions, pas de proposition vraiment satisfaisante, il y a eu du rehaussement d'enveloppe et ainsi de suite. Et ça reste un réel défi industriel. Après, il y a certains algorithmes, je vais passer très rapidement dessus parce qu'on en a déjà parlé, qui peuvent effectivement améliorer indirectement, mais que ce soit et la M et la FM, qui sont les microphones directionnels, où ça améliore le rapport signal sur bruit. La réduction de bruit qui peut en fait provoquer une légère diminution de l'effort d'écoute, donc ça c'est une étude de ça en palisse, mais qui n'améliore pas l'intelligibilité et qui parfois même peut dégrader en fait la perception des modulations. Là où on va avoir une plus-value potentielle, ça va être sur les réglages de la compression. À savoir qu'en fait, l'intégralité des prothèses, quasiment maintenant à l'heure actuelle, intègre des algorithmes de compression multibande, et on peut en fait essayer d'optimiser les réglages de la compression en fonction de la sensibilité à l'enveloppe et à la structure fine des sujets. Alors, avec toujours une très grosse dichotomie entre les constantes de temps et les constantes de temps rapides, un débat qui n'est pas tranché, certains fabricants préférant l'un, d'autres préférant l'autre, une autre catégorie de fabricants laissant la porte ouverte, on peut choisir entre l'un et l'autre. Les deux ont des avantages et des inconvénients, certains patients préfèrent les uns des constantes de temps rapides, d'autres préfèrent les constantes de temps lentes. Avantages et inconvénients de chacune. Pour les constantes de temps rapides, c'est ce qui, a priori, permet de compenser de façon la plus fidèle le recrutement de Sony. Dans la mesure où les mécanismes actifs cochléaires et la compression cochléaire réalisée par les mécanismes actifs est une compression relativement rapide, c'est ce qui va être le plus proche de la physiologie humaine. Deuxième chose, c'est que ça permet une audibilité accrue en fait, sur les parties du signal les plus faibles. À savoir que si effectivement on a des fortes variations de l'intensité du signal, si la compression est rapide, l'amplification va remonter très rapidement. Alors que sinon, effectivement, on perd une partie de l'information. Inconvénient d'une constante de temps rapide, c'est que ça crée une distorsion en fait, sur la modulation d'amplitude et avec notamment une réduction et une diminution de la profondeur de modulation globale, parce que le signal va être globalement plus comprimé et ça réduit du coup la profondeur de modulation globale, ça crée en fait une réduction du contraste spectral et ça crée, alors je ne vais pas m'étendre dessus, en fait ce qu'on appelle la cross-modulation entre le signal d'intérêt et le signal masquant, parce que la compression est appliquée bande de fréquence par bande de fréquence au sein des deux, ce qui crée une interdépendance entre les deux et ce qui peut, d'après une étude de Stone et Moore, dégrader l'intelligibilité. Pour les constantes de temps lentes, on a exactement les avantages et les inconvénients inversés, à savoir qu'on a des distorsions qui sont relativement minimales au niveau de l'enveloppe, parce que le taux de compression efficace va être effectivement un peu plus faible, une diminution plus faible des contrastes spectraux, une cross-modulation qui est très sensiblement réduite, mais en revanche, les deux gros inconvénients, c'est que ça fait une compensation que partielle du recrutement de Sony, et une audibilité des portions faiblement énergétiques du signal qui est quand même sensiblement réduite. Alors, si je reprends mes données des patients, par exemple, ce patient-là, patient numéro 4, qu'est-ce qu'on peut éventuellement lui proposer? Donc ce patient-là, pour rappel, il avait une capacité à détecter de l'AM qui est extrêmement bonne par rapport à la moyenne, une capacité à détecter de l'FM qui est dans la moyenne mais qui n'est pas extraordinaire, qui est déficitaire par rapport aux normaux entendants. Donc ça, typiquement, ce patient-là va baser toute son intelligibilité sur les indices d'enveloppe temporelle. C'est un patient pour lequel il va effectivement falloir préserver les indices d'enveloppe temporelle. Donc ce qui veut dire que chez ce type de patient-là, il va typiquement falloir essayer de mettre des constantes de temps relativement lentes en fait, pour préserver la modulation d'amplitude, essayer que
la profondeur de modulation reste nettement préservée parce qu'il va baser toute son intelligibilité dessus. Donc quand il a soit quand il y a une mauvaise sensibilité à la TFS ou quand il y a une sensibilité à l'enveloppe qui est extrêmement bonne, il faut mettre des constantes de temps a priori plutôt lentes. Quand il y a une sensibilité à la TFS qui est en revanche extrêmement bonne, ou à l'inverse une sensibilité à l'enveloppe qui est assez dégradée, par exemple le sujet numéro 3 qu'on voit là, et une sensibilité à l'enveloppe qui n'est pas extraordinaire, qui est même moins bonne que chez le normand entendant, là on peut se poser la question de savoir, dans la mesure où il a un déficit dans les deux, est-ce qu'on ne peut pas passer sur des constantes de temps du coup un peu plus rapides, parce qu'il va peut-être être plus à même d'utiliser de la structure temporelle fine. Donc voilà. Donc ça, premier point, c'est effectivement une optimisation des réglages par la sensibilité que vous pourriez mesurer en 2 fois 5 minutes, 1 fois 5 minutes pour l'AM, 1 fois 5 minutes pour la FM. Deuxième chose et deuxième implication, alors ça sur du plus long terme parce que c'est pas encore développé par des fabricants, c'est qu'en fait on pourrait très bien utiliser le déficit de TFS pour améliorer notamment l'autonomie des aides auditives. Parce que l'un des facteurs qui surconsomment beaucoup et qu'on utilise de plus en plus dans les appareillages auditifs actuels, c'est la communication interorale, où en fait on fait un échange de flux de données très important entre les deux aides auditives, notamment pour transférer un flux acoustique parfois complet, notamment dans des systèmes cross, des systèmes de geophones ou ainsi de suite, ce qui est extrêmement coûteux d'un point de vue énergétique et qui génère une très très grosse surconsommation. On pourrait en fait, pour l'instant, on transmet l'intégralité du signal d'une aide auditive à l'autre. On pourrait en fait ne pas tout transmettre parce que typiquement chez des patients malentendants qui sont déficitaires assez sensiblement pour détecter en fait des modulations de fréquence, on pourrait se permettre en fait de ne pas la retransmettre du tout, notamment dans les parties haute fréquence, pour en fait alléger le signal à transmettre d'une oreille à l'autre et du coup diminuer sensiblement la consommation des aides auditives. Deuxième implication qu'on peut trouver, c'est sur une optimisation des anti-Larsen. À savoir que le problème principal sur l'anti-Larsen, en fait, c'est que l'anti-Larsen doit faire une estimation du Larsen via une corrélation en fait entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Et parfois, en fait, on a effectivement une corrélation entre le signal d'entrée et de sortie qui conduit en fait à une estimation imparfaite du Larsen qui peut faire soit une suppression du signal d'entrée, soit éventuellement une suppression que partielle du Larsen. Et en fait, cette estimation imparfaite pose quand même des problèmes. Actuellement, ce que font les fabricants, c'est qu'ils font un décalage fréquentiel, donc qui a été formulé par Johnson, Joson, je ne sais pas comment on dit, pardon, où ils shift en fait, ils font un décalage fréquentiel des hautes fréquences, ils créent un petit décalage fréquentiel des hautes fréquences pour décorréler en fait l'entrée de la sortie, sachant qu'en fait on pourrait aller beaucoup plus loin, à savoir qu'on pourrait même carrément supprimer les modulations de fréquence en fait dans les parties hautes du spectre, en remettant une modulation, un signal porteur qui est totalement arbitraire, pour décorréler totalement l'entrée de la sortie et avoir du coup un système d'anti-Larsen beaucoup plus efficace et éviter ces erreurs d'estimation. Dernier petit aparté, donc là c'est plus sur les implications cliniques pour la théorie des modulations, c'est à quoi ça peut éventuellement servir en fait dans la pratique clinique quotidienne. C'est notamment là pour le diagnostic et le suivi des populations dites à risque. Donc là je fais la parenthèse avec une étude que Guillaume Andéol présentera peut-être cet après-midi. Donc, qui travaille à l'IRBA, qui est l'Institut de recherche biomédicale des armées, où en fait il s'est posé la question de la synaptopathie cochléaire. Chez certaines études ont montré chez l'animal qu'en fait on peut avoir une synaptopathie cochléaire irréversible en présence d'une élévation seulement transitoire des seuils de l'audition. C'est-à-dire que c'est des animaux qui vont récupérer une audition normale, mais qui gardent en revanche leur synaptopathie cochléaire. La question qu'on s'est posée, c'est effectivement est-ce qu'on ne peut pas suggérer et observer à peu près la même chose chez l'homme. À savoir que est-ce qu'on peut avoir des patients qui sont exposés au bruit, qui gardent des seuils audiométriques relativement normaux, qu'on qualifiera donc de normaux entendants, mais qui en revanche commencent à présenter des troubles auditifs. Alors ça pose différentes questions, ça pose une question de la protection de ces populations-là, et ça pose une deuxième question, c'est effectivement de revoir éventuellement les ABAC pour ne plus mesurer l'évolution de la perte d'audition en fonction d'une audiométrie tonale simple, mais en fonction d'autres paramètres plus fin qui permettrait de dépister en amont en fait la survenue des troubles auditifs. Donc là on a pris en fait une population, donc c'était une population initiale, maintenant Guillaume a collecté beaucoup plus de données, mais on était à 30 sujets normands entendants militaires, donc en l'occurrence c'était des gendarmes exposés au bruit dont on pouvait quantifier très précisément la durée d'exposition au bruit, et en fait on remarque que chez ces patients-là,
plus l'exposition au bruit est longue, plus en fait on observe une dégradation de l'intelligibilité dans le bruit à audiométrie tonale rigoureusement normale et une dégradation de leur capacité à détecter en fait une modulation de fréquence à basse cadence de modulation. Ce qui pourrait être compatible avec une hypothèse et une potentielle synaptopathie cochléaire. Donc ce qui repose quand même pas mal de questions sur la question de la protection et des normes d'exposition qu'on autorise au bruit. Donc en conclusion, et je m'arrêterai là, parce que mon temps est dépassé, les modulations temporelles véhiculent donc des indices cruciaux. On a dans la capacité et la sensibilité humaine à détecter ces modulations temporelles une très grosse variabilité interindividuelle. À savoir que certains sujets peuvent, à audiométrie rigoureusement normale, à âge rigoureusement identique, avoir des capacités très affectées dans l'une ou dans l'autre des deux tâches. Ça nécessite effectivement, si on veut aller un peu plus loin, nécessite de caractériser finement l'audition des patients pour voir effectivement l'intégrité de leur système auditif. L'audiométrie traditionnelle ne suffit pas forcément, et c'est pas forcément extrêmement chronophage, parce que ça peut prendre que 10 minutes. Et ça peut, alors pour l'instant, avec une implication clinique qui est assez limitée, parce que ça joue principalement sur les réglages des paramètres de la compression, ça peut avoir effectivement des impacts directs dans les réglages que vous préconisez en fait au niveau des aides auditives et la personnification des aides auditives que vous faites, ce qui est quand même la plus-value de l'audioprothésiste. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà. C'est une présentation à deux voix. Il faut quand même préciser que à ce stade, il y a un débat sur la question des effets du vieillissement et de la perte cochléaire sur le traitement des indices de FM, particulièrement les indices dits temporels, et que l'on peut qu'aujourd'hui spéculer quant à l'origine du déficit, mais également quant aux possibilités de réglage qui nous seraient offertes éventuellement si le débat était clarifié, comme par exemple proposer d'ajuster les constantes de temps des compresseurs. Il faut quand même préciser qu'à ce stade, il n'y a pas de preuve expérimentale, à l'exception d'une seule étude de Brian Moore sur des signaux musicaux et des jugements de préférence, et qu'on manque encore de preuves. Ça serait très sympa d'avoir effectivement un cadre très clair qui vous permet de vous prescrire un certain taux de compression, des temps d'attaque et de retour selon la sensibilité à l'AM et la FM, mais on n'en est pas encore à ce stade-là. Donc attention à bien différencier dans ce qui vous a été dit, ce qui relève donc de faits démontrés expérimentalement, de ce qui relève pour le moment de suppositions ou de suggestions. Voilà. Très bien, donc merci pour ces deux présentations exceptionnelles. On a hâte de pouvoir accéder là au lien que vous allez créer là sur le site, sur l'Intellitest, quoi. Je crois on n'a pas de questions particulières. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. On reprend, donc on va arrêter. On vous remercie à nouveau. Je pense qu'on peut bien vous applaudir.